Bonjour à Désolée. tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cet épisode de Fiscalia, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Aaron, qui est gestionnaire de patrimoine. Bonjour Sandrine. Bonjour Nathaniel. Voilà, Sandrine, c'était important pour moi de te recevoir sur notre podcast parce que d'abord, tu as une expérience vraiment très importante. Je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Mais c'était surtout aujourd'hui la bonne période, le bon timing, parce qu'on est en fin d'année et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Donc j'avais envie en fait que tu fasses profiter notre audience de ton expertise, de ton savoir-faire, peut-être des petits conseils ou des conseils pratiques que tu pourrais donner à nos auditeurs. Mais avant toute chose, Sandrine, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors, je suis donc mon nom Sandrine Aaron. Je suis arrivée en Israël en 1992, donc il y a pas mal de temps. J'ai fait mes études en Israël, donc j'ai fait une licence en économie et en finance, suivie d'un MBA à l'université de Jérusalem, à l'université hébraïque de Jérusalem, pareil en finance et principalement en marché financier. Suite à quoi, j'ai commencé ma carrière en fait en salle de marché. Donc j'aimais bien tout ce qui était bon, j'étais jeune, donc voilà, j'aimais bien à l'époque les traders, ça faisait rêver. Donc j'ai commencé en salle de marché, après j'ai dirigé une salle de marché, donc toujours principalement sur les marchés étrangers. Je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle fixed income, c'est-à-dire plutôt produits à taux, produits obligataires, produits structurés, tout ce qui est plus voilà, produits à taux. Et Tous puis les après, produits qui donnent des coupons, en fait, tout ce qui peut potentiellement donner du coupon. voilà, exactement. Donc, des produits qui vont donner des coupons. Le marché obligataire, en fait, est un marché qui est enfin, qui est passionnant pour ceux qui aiment ça comme moi. Et en fait, voilà, en fait, ça nous permet, c'est un peu l'équivalent de si on avait un bien immobilier qui nous paye un loyer. Donc là, c'est un peu l'équivalent. L'obligation, on va prêter de l'argent à un émetteur et puis ça va nous payer des coupons annuellement jusqu'à la maturité de l'obligation. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait dans mes débuts. Puis après, je suis passée directrice, ça s'appelait directrice d'un département pour clients étrangers à la Banque Discount, où là, en D'accord. fait, tous les clients qui avaient plus d'1 million de dollars dans les agences, on leur donnait du conseil en investissement. Et à partir de 2010, j'ai géré d'abord une structure internationale, donc en Israël. Moi, je gérais la boîte en Israël, donc de gestion de patrimoine. Et puis en 2014, j'ai ouvert Sandor, qui est donc une structure qui s'occupe de gestion de patrimoine et on est régulé par les autorités tutelles en Israël. Voilà. D'accord. Donc, Donc je pas suis mal sûr. d'expérience. Ouais, il y a pas mal de parcours, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui t'a amené à aller dans ce monde qui est, selon moi, un monde qui est de base un peu plus, comment dire, qui est très challengeant, qui est très prenant. Il faut être ultra disponible, il faut être réactif sur les marchés. C'est rare d'avoir une femme, entre guillemets, qui prend autant de plaisir dans ce monde-là. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce secteur? Ben, en fait, quand j'étais jeune, j'aimais bien tout ce qui était maths. Voilà, j'étais un peu dans les chiffres tout le temps. Et puis par hasard, un ami m'a parlé un peu du métier de la finance, etc. Quand j'avais 18 ans. Et je me suis dit, waouh, franchement, ça a l'air très intéressant. Ça mêle un peu tout ce qui est mathématique avec, quand même, ça bouge tout le temps. Beaucoup, il faut être au courant de tout ce qui se passe, géopolitique, le monde. Voilà. Et du coup, ben, ça m'a intéressée et j'y suis allée à fond. Et j'ai de la chance d'avoir un mari qui m'aide à la maison, donc qui s'occupe des enfants et qui me laisse un peu de liberté. Voilà. C'est super. Sandor, donc ta société de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, tu peux nous présenter un petit peu. Donc, elle a été créée en 2014 et aujourd'hui, qu'est-ce que fait Sandor? Combien il y a de personnes chez vous? Voilà, qu'est-ce que vous faites un petit peu chez Sandor? Bien sûr. Alors, donc nous sommes une société régulée par les autorités tutelles en Israël, la Reshut Lenin Otterer, ce qui en fait est très rassurant pour le client parce que il nous contrôle régulièrement. Donc, il contrôle absolument tout, que ce soit au niveau du respect de la politique d'investissement des clients, au niveau des frais qu'on pourrait prendre, des frais de gestion, etc. Donc, pour le client, c'est une vraie assurance. Pour nous, ça demande beaucoup de travail au niveau de la régulation. C'est On l'équivalent de est l'autorité des marchés financiers en France? Ah, c'est exactement, pareil? tout à D'accord. fait. Tout à fait, à part qu'en Israël, ils sont beaucoup plus exigeants
et beaucoup plus présents au niveau quotidien, au niveau de la régulation, parce qu'ils veulent vraiment protéger le client. Donc, l'idée, c'est on protège l'investisseur, on protège le client. Et donc, voilà, ils sont assez compliqués, mais on les connaît, on a l'habitude. Attention, j'ai travaillé là-bas, hein, donc Ah, parle bien du Réchoutin. je les aime beaucoup, je les adore même. Oui, oui, change, t'as raison. Ouais, Voilà, et donc aujourd'hui, on est une structure, on est 8 personnes. d'accord. Ce sont que des gens professionnels de la finance. Je n'ai pas beaucoup de petites mains, enfin, j'en ai pas. J'ai juste mon assistante. Sinon, tout le reste, ce sont des gens qui ont pas mal d'expérience sur les marchés. J'ai par exemple un gestionnaire qui a plus de 40 ans, qui a travaillé en banque pendant plus de 40 ans, Waouh, qui a pris sa retraite anticipée et nous a rejoints. d'accord. Voilà, j'aime bien les gens qui ont de l'expérience parce que sur les marchés, je considère que c'est vraiment très, très, très important au niveau de la réactivité, de pouvoir analyser les événements de marché. Donc, c'est important d'avoir des gens qui ont de la bouteille. Voilà. Et puis après, j'ai un gestionnaire qui est lui spécialisé sur les marchés israéliens. Donc, franchement, qui fait des performances assez extraordinaires. Euh, Désolée. Pas de souci. Annie Ben, ça, c'est ça. Tu pourras couper? Aucun problème. Ok. Euh, Donc, tu as un donc, gestionnaire. Ce gestionnaire, lui, il est voilà. spécialisé sur tout ce qui est marché israélien. Ça m'intéresse d'ailleurs, parce que la plupart des gens qu'on accompagne ou qu'on connaît sont des gens qui viennent de France. C'est vrai que le marché financier en Israël, on a l'impression que c'est un peu un marché de connaisseurs. C'est un marché qui est méconnu du grand public, qui est un peu obscur. On a l'impression que je pense que c'est un petit peu c'est lié à l'avantage qui est accordé aux Olim Hadashim. Comme les Olim Hadashim ne sont pas imposés pendant 10 ans sur les revenus financiers qui sont produits, même dans une banque israélienne, à condition que le papier, ou en tout cas l'investissement, soit un investissement de source étrangère, en fait, ils ont un petit peu, j'ai l'impression, éloigné des investisseurs potentiels qui ont beaucoup de fonds, parce que les Olim Hadashim, pour certains, viennent avec pas mal de fortune. J'ai l'impression qu'ils les ont un petit peu éloignés du secteur financier israélien. Et pourtant, tu m'en parlais la dernière fois, mais c'est un secteur qui est, on va le dérouler tout à l'heure, mais c'est un secteur qui est porteur, c'est un secteur qui est rentable, qui a des sources, en tout cas des supports intéressants pour les investisseurs quand même. Tout à fait. Je pense que le marché israélien a été la grande surprise de cette dernière année, en fait, avec la guerre. On s'attendait à ce qu'il y ait vraiment une catastrophe au niveau du marché financier et on s'est rendu compte que le marché, en fait, a très bien résisté, donc bien mieux que ce qu'on pensait. Et il y a vraiment des vraies opportunités sur ce marché. Donc, c'est vrai qu'il est plus petit que le marché européen ou le marché américain, c'est vrai. Il y a moins de Mhm. liquidités, mais malgré tout, on arrive à faire des choses très intéressantes. Et quand je dis moins de liquidités, ça veut dire qu'on va mettre un petit peu plus de temps. On peut mettre 1 ou 2 jours à acheter des grosses positions, tandis que, bon, évidemment, sur le marché américain ou européen, on le fait immédiatement. Oui, Mais voilà, c'est pas mais le il même reste quand volume de même. transactions, quoi. D'accord. Exactement, mais il reste quand même beaucoup de liquidités. Donc, pour un investisseur qui serait intéressé par le marché israélien, le manque de liquidité ne le gênera pas. On parle Alors, plutôt pour des avant grosses qu'on tailles. rentre sur l'étape de Oui, comparaison un petit peu, donc quoi, c'est intéressant en ce moment où, évidemment, c'est pas du conseil financier. Chaque client, il est sur mesure, tout c'est à fait. spécifique et on fait pas de conseil financier dans cet épisode. Mais ça me permet en fait d'amener un petit peu sur Sandor. Qui est le public cible, j'ai envie de dire? Qui est le client type de ta société de gestion? Nos clients sont des gens comme toi et moi qui ont travaillé, qui ont mis de l'argent de côté et qui souhaitent faire fructifier cet argent. Donc, nous, on est là pour nous occuper de faire fructifier en fonction du profil du client, en fonction de ce qu'il recherche, s'il a de l'argent à placer sur du long terme, sur du court terme, en fonction de chaque client, on va décider avec lui la façon d'investir au mieux pour lui rapporter le rendement optimal en fonction de ses besoins. Moi, tu sais, ce qu'on me dit souvent, c'est que euh, les clients me disent souvent, moi, je gère seul, j'ai pas besoin d'un gestionnaire, je suis le meilleur, je suis le plus fort. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Je répondrai que quand le marché monte et qu'il n'y a aucun souci, que tout est calme, alors il n'y a pas de problème, les gens peuvent investir tout seuls. Mais quand le marché est tel qu'il est aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes partout, géopolitique, économique, etc., là, il faut vraiment un professionnel. Est-ce que
parce que c'est un petit peu un mythe, est-ce que le fait de passer par un gestionnaire nous donne accès à des produits qui sont, alors je ne vais pas dire exclusivement réservés à un certain cercle, mais des produits qu'on ne trouve pas chez, en tout cas que notre banque ne va pas nous mettre en avant tout de suite? Absolument, très certainement. Je te confirme. Pour avoir été à la banque, je te confirme que oui, oui forcément. Ouais, Tout à bon, fait. on ouvre ce chapitre, mais souvent j'ai aussi, voilà, à part, il y a le profil de celui qui gère tout seul et qui pense tout connaître. Puis il y en a qui font ça très bien, ils ont des résultats vraiment super et bravo. Bon, il y en a à qui je confierais pas mon portefeuille. Et puis il y en a d'autres qui sont plus, qui sont fidèles, on va dire, à la banque. Non, moi c'est la banque qui fait tout, c'est la banque qui gère pour moi. À eux, est-ce qu'ils font une erreur, honnêtement? Alors, le service est totalement différent. C'est-à-dire qu'à la banque, on ne va pas avoir de gestion, on va avoir du conseil. Donc, ce D'accord. sont deux choses qui sont très différentes. C'est-à-dire qu'en fait, le banquier va venir avec une liste de titres qu'il a reçus d'autres départements. Donc, c'est même en général, aujourd'hui, c'est même plus le banquier qui va rechercher, enfin, pardon, le conseiller en investissement qui va rechercher. Donc, il va venir avec cette liste, il va dire au client, voilà, j'ai 4, 5, 10 obligations, voilà ce que je te propose d'acheter. Et le client va dire oui ou non. Maintenant, La banque, elle a un un gestionnaire, intérêt sur ces 5 listes, sur ces 5 alors, titres? si ce sont des obligations en direct, non. Si ce sont des produits différents, des produits de la banque, oui. C'est-à-dire un dépôt, par exemple, à la banque, évidemment, clairement, la banque a un intérêt. Un produit que la banque aurait construit, clairement, la banque a un intérêt. Des fonds de la banque, évidemment. Donc, D'accord, donc tout la à banque, fait. elle n'est pas, comment on dit, naïve sur le type de placement. Elle est quand même vachement intéressée que tu utilises. Tout à fait. Les intérêts sont pas forcément alignés, les intérêts de la banque et les tiens sont pas forcément alignés. Pas du tout. En fait, d'ailleurs, on le voit par rapport aux résultats financiers des banques qui ont explosé cette année. Donc, en fait, la banque, la banque cherche son bénéfice avant tout. C'est très clair et voilà, ils se cachent même pas. Moi, j'ai reçu des portefeuilles de banques étrangères, Suisse, Luxembourg, où en fait le portefeuille était quasiment 100% investi dans des fonds maison. Ah, Et oui, et le client va payer donc des frais hallucinants sans même s'en rendre compte. Donc il me dit non, je paye pas cher. Et puis en fait, quand on décortique les produits, on se rend compte qu'il va payer du 2-3% annuel, c'est courant. Donc c'est vraiment hallucinant. c'est Et, vrai euh, qu'on et on fait beaucoup de déclarations sur les banques, enfin les personnes qui ont des portefeuilles dans des banques étrangères, sans nommer les banques. Mais tout à fait, c'est un carnage hein, au niveau des frais. absolument, Et puis il y a des frais cachés, il y a des frais qui sont moins cachés, il y a des frais bien visibles. absolument, Et absolument, alors nous, ça nous intéresse parce que plus le client paye de frais, moins il a gagné d'argent, plus on peut l'optimiser d'un point de vue fiscal. Mais en réalité, le client, il a quand même payé ces frais-là. Et il y a des frais absolument, cachés, notamment dans des banques étrangères. Les banques suisses, font peut-être des tout à bonnes fait, performances, mais ils ont des frais de dingue. Hein. absolument. J'ai deux, trois noms en tête comme ça quand on reçoit des rapports annuels, ce qu'on appelle le tax return, hein, le tax report, pardon, que la banque envoie tous les ans. Regardez bien. Je vous invite, chers auditeurs, si vous êtes concernés, appelez votre banque, regardez, demandez-leur le tax report, demandez-leur le rapport de frais annuel. Vous allez être surpris. Et toi, Sandrine, qu'est-ce que tu peux apporter à ces gens-là qui sont, on va dire, gérés dans ce type de banque qui font un carton sur les frais, quoi? Alors, en fait, donc, ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'un gestionnaire de patrimoine comme moi, en fait, mon intérêt, c'est le même intérêt que celui du client. Donc, plus le client va gagner, plus il va faire de la performance, plus il va être content, plus notre relation va être sur la durée. Donc, notre objectif en tant que gestionnaire, on n'a pas d'intérêt avec tel ou tel groupe ou avec tel ou tel produit. T'es pas Nous, payé notre par la intérêt, banque. T'es pas je payé, suis, non, voilà. T'es absolument payé pas, exclusivement par le absolument pas. client, toi. Tout à fait. Donc, mon intérêt, c'est que le client soit satisfait et fasse le meilleur rendement possible en fonction de ses besoins. Donc, quand tu places un produit ou que tu recommandes au client ou que tu vas toi-même souscrire à un produit pour un client, tu n'as pas d'intérêt derrière ce que j'appelle un Non, kickback, une commission arrière ou autre, que potentiellement la banque pourrait te payer ou quelque chose comme ça. C'est vraiment 100% dans l'intérêt du client. tout à fait. Alors 100% dans que, l'intérêt du client. Tout à fait. Et comme je suis régulée, donc le client va savoir à la gourre près, au centime près, ce que j'ai touché sur son portefeuille. Donc, ça, c'est hyper magnifique. important aussi. Ah, mais ça Transparence c'est totale. la transparence de nos jours, c'est hyper important. Oui, Les banques, elles ont très souvent utilisé des jargons, utilisé
des rapports complexes de plusieurs dizaines, voire centaines de pages dans certains portefeuilles. Et ça manque de transparence. Ça manque de transparence. Et aujourd'hui, grâce au reshoot numérotaire, et voilà, aujourd'hui, le client, l'investisseur final, il bénéficie quand même de cette transparence. C'est hyper important, je trouve. Absolument, absolument. Et la deuxième différence aussi qui est importante, c'est que quand on est géré, donc on ne va pas recevoir du conseil de sa banque, donc le client doit décider s'il achète ou pas, mais en fonction du profil du client, nous allons pouvoir acheter et vendre des titres en son nom. Et en fait, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs. Par exemple, au moment d'une crise, si on pense que le marché va tomber, va se casser la figure, on peut vendre tout de suite. On n'a pas besoin de parler au client, de lui dire est-ce que tu es d'accord, etc. Donc, parfois, la réactivité est très importante au niveau du rendement. Ça nous permet de protéger, que ce soit à la baisse ou à la hausse. J'ai eu beaucoup de clients c'est hyper intéressant parce que j'ai plein de clients qui ont été concernés quand c'était le Covid, au début, en mars 2020. Pendant les premiers jours, c'était une catastrophe. J'ai eu des clients qui ont perdu des sommes folles, aussi bien sur des positions qui ont baissé que sur des positions où on aurait pu faire, entre guillemets, des plus-values plutôt sympas, racheter vraiment à la baisse. Donc ça, en fait, toi, pour certains profils de clients, tu as cette capacité de prendre la décision, de gérer toi-même et de faire bénéficier le client de ton expertise. C'est hyper important. Absolument. En fait, on va signer avec le client un mandat de gestion où il va nous dire exactement son profil, etc. Et en fonction de ça, on va pouvoir acheter et vendre des titres. Donc, par exemple, au moment du Covid, j'ai vendu toutes les actions qu'on avait en portefeuille. Donc, mes clients étaient hyper contents. Ce qui m'a appelé un peu paniqué en me disant Sandrine, le marché est en train de se casser la figure, combien on perd? J'ai dit non, on n'a pas d'action. Donc tout va bien. Ne vous inquiétez pas, au contraire, on ramasse par terre les obligations. Exactement, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a essayé, mais bon, c'était un peu dur de trouver des titres. Ouais, mais on a réussi à en acheter vraiment incroyable. Donc, ce côté dynamique et ce côté un peu de liberté, on va dire, d'investissement, c'est vrai que c'est super important. Donc, ton public, c'est des gens… Alors, il y a un montant minimum. Alors, oui, évidemment, pour 10 000 shekels, on ne va pas t'appeler. Mais il y a un montant minimum à partir duquel ça peut être intéressant ou c'est fortement recommandé de t'appeler ou de passer par une société comme la tienne? À partir d'un montant de, on va dire, 500 000 euros, ça devient vraiment intéressant. Après, chaque cas est différent. Donc, en fonction de chaque client, évidemment, moins de 200-300 000 euros, ça ne vaut pas vraiment le coup. Mais chaque cas est différent. Donc oui, bien sûr, on peut… Bon, pour nos auditeurs, on essaiera de retenir un petit ticket d'entrée un peu moins élevé s'ils sont intéressés, s'ils sont pas mal. Ok, ça c'est super. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu plus dans le côté des spécificités du marché israélien. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le marché israélien? Nous, on connaît le CAC 40, on connaît le S&P, on connaît le Nasdaq. Est-ce qu'en Israël, il y a aussi des indices comme ça de référence? Tout à fait. Il y a également des indices de référence avec des sociétés. Donc, ça va être par exemple, le MAOF, qui sont les 25 plus grosses sociétés du marché israélien. D'accord. On peut trouver des indices aussi sur les banques, on peut trouver sur la technologie. Alors, oui, tout à fait. Et les 25 sont composés de… Principalement, c'est quoi comme type? C'est des sociétés dans l'énergie? C'est des banques? Oui, ça va être… les 25 plus gros. Ça va être en fait effectivement des banques, ça va être de l'énergie, ça va être de la consommation. On trouve les plus grosses sociétés israéliennes. Okay. Donc, en fait, le marché israélien est un marché qui est très intéressant parce qu'on trouve, par exemple des boîtes de technologie. Ouais. Je sais que nos auditeurs certainement aiment bien, quand on parle d'Israël, on parle de technologie. Donc, on va trouver… Voilà, donc on a quand même des belles pépites en Israël sur la technologie. La majorité des sociétés sont cotées en Israël, mais également sur le Nasdaq aux États-Unis. Donc Israël est quand même le pays, à part les États-Unis, qui a le plus de boîtes cotées au Nasdaq. Oui, c'est ce qu'on appelle les sociétés duales, je crois, qui rendent des rapports ici et là-bas. Ouais. Exactement. Donc en fait, si un client… mes années au reshoot. Donc si un client a par exemple des dollars, il n'a pas envie de convertir en shekels, eh ben, c'est très simple, on peut lui acheter des titres israéliens en dollars, par exemple. Donc Teva, par exemple, c'est Delek, ces boîtes-là qui sont duales. Pas toutes, mais oui. On trouve les grosses boîtes, principalement en technologie, on les trouve sur le marché américain.
Top. Et le marché obligataire, comment est-ce qu'il est en Israël? Alors, le marché obligataire, donc en gros, on va avoir des obligations qui sont à taux fixe, des obligations qui sont indexées au cours de la vie. Ça va être les principales obligations sur le marché. Elles payent bien aujourd'hui, donc les taux d'intérêt sont quand même encore assez élevés. Donc, on arrive à avoir des obligations franchement très intéressantes par rapport au risque des émetteurs. J'imagine que par rapport je rebondis sur ce que tu dis, mais par Oui, rapport à la guerre, j'imagine que c'est peut-être plus compliqué pour certaines sociétés israéliennes. Elles sont obligées de payer une sorte de prime, une prime de risque en fait, qui est liée à la situation actuelle. Donc les taux qu'ils vont proposer sont peut-être influencés aussi par la guerre actuelle, non? certainement. Donc, effectivement, c'est pour ça que on a vu depuis l'accord avec le Liban, enfin l'accord de cessez-le-feu avec le Liban, on a vu les obligations. C'est le Oui, tout à feu. fait. De 2 jours. Oui, exactement. Quoi qu'il en soit, on a vu le prix des obligations augmenter, donc les taux d'intérêt ont baissé ont baissé d'0,5% en 15 jours. Donc, ce sont des mouvements qui sont énormes en fait, Pour nos qui sont auditeurs, assez tu peux nous violents. rappeler ce qui se passe quand les taux des obligations baissent sur le cours de l'obligation? Alors, en fait, ça va en sens inverse. C'est-à-dire que quand l'obligation est bon marché, donc et le prix est bas, ben, ça veut dire que le rendement est plus élevé. Donc, l'obligation va payer D'accord. plus. Quand le prix de l'obligation est élevé, les rendements vont baisser, ce qui est logique en fait. Quand on veut acheter un produit, on va le payer plus cher, donc forcément, on va avoir moins de rendement. Donc, voilà. Donc, quand les rendements baissent, ça veut dire que le prix a Donc si on augmenté. suit la logique, comme on suppose que dans les prochains mois, dans le monde, on va plutôt vers une baisse des taux, que ce soit la Fed, la BCE, et puis un peu plus tard, je pense, en Israël, ce qui voudrait dire que le prix des obligations actuelles devrait monter mathématiquement. Absolument, D'accord, absolument, d'accord. tout à fait. Je rappelle que c'est pas du conseil financier, mais Non, pas du c'est tout. pas mal. Ok. Pas du tout de Euh, conseil financier. non, t'inquiète pas. On Ils parle savent juste des qu'ils doivent marchés. t'appeler. Ils savent qu'ils doivent t'appeler. Exactement. Rapidement, l'impact géopolitique, si on peut en parler, sur les investissements en Israël. Comment le marché il a réagi à la guerre du 7 octobre et comment le marché il se remet, ou si s'est remis, Birlal. Alors, comme je te disais, en fait, donc on s'attendait au moment du 7 octobre, le 8 octobre, on va dire, on s'attendait à une baisse très violente des marchés. Donc, il y a eu une baisse du marché, mais mesurée. Par contre, le marché a beaucoup moins monté durant toute l'année que, par exemple, le marché américain. Bon, le marché américain s'est éclaté. Malgré tout, le marché israélien a mieux performé que le marché européen, qui lui est vraiment à la traîne. Mais disons qu'il a moins monté que ce qu'on pensait et il a moins baissé aussi donc pendant la guerre. En fait, la guerre a eu un impact sur les marchés moins important que ce qu'on pouvait D'accord. penser. Voilà. Et Parce que dû à. le marché israélien est très solide. Donc D'accord. malgré tout, voilà. Et puis les sociétés à l'intérieur du marché, donc par exemple des sociétés de consommation comme les supermarchés, les grosses sociétés de biens de consommation. En fait, les Israéliens n'ont quasiment plus voyagé pendant toute cette année et du coup, ils ont dépensé beaucoup en Israël. D'accord. Donc, voilà. L'économie locale a quand même réussi à maintenir certaines sociétés avec des rendements Tout à fait. qui sont élevés. Voilà. Et on a vu des publications de bilan extrêmement, extrêmement bons sur cette dernière année. Donc, les banques, par exemple, ou à nouveau tout ce qui est la consommation, impressionnant, vraiment. Bon, tant mieux, on va dire, hein, grâce à Dieu. Et d'ailleurs, ça m'amène à une question qui revient très souvent. Le shekel, on l'a vu à 4,20 quasiment par rapport à l'euro. Là, il est à 3,82, 3,83. On enregistre le 3 décembre. D'après toi, le shekel par rapport à l'euro, nos auditeurs sont évidemment concernés par l'euro. Qu'est-ce que tu penses? Je rappelle que c'est pas du conseil financier, mais qu'est-ce que tu penses que ça pourrait quel serait le futur en fait du shekel par rapport à l'euro? Alors, comme tu dis, c'est pas du tout du conseil financier, surtout sur les devises, parce qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte que franchement, c'est très difficile de prédire. Logiquement,
quand on réfléchit vraiment à la logique du marché, ce qui est certain, c'est que dès que la guerre va se calmer, enfin, dès qu'on va, voilà, on va voir la paix, enfin si on peut dire la paix revenir, je ne sais pas, mais voilà, dès qu'il va y avoir une accalmie, les investisseurs du monde entier vont revenir en Israël de façon assez monumentale. Donc forcément, en fait, il va y avoir des demandes de shekels, parce que quand un investisseur vient investir, par exemple, un fonds veut investir sur de la technologie en Israël, donc il vient avec des dollars ou des euros, et il va devoir convertir son argent en shekels. Ce qui fait qu'en fait, il va y avoir une très forte demande de shekel. Et évidemment, l'offre et la demande, c'est classique. Donc, on comprend que le shekel va se renforcer. Donc, très logiquement, si on a juste une vision globale de ce qui pourrait se passer, de ce qui devrait se passer, on devrait voir le shekel se renforcer encore. Il y a Donc, des solutions aujourd'hui qui existent pour se couvrir d'une. J'ai des clients qui attendent des grosses rentrées en euros, par exemple. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour couvrir sécuriser un taux? Aujourd'hui, il est peut-être, selon ce que tu dis, il est peut-être plus haut que dans plusieurs mois. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui? Oui, tout à fait. On peut faire des forwards, ce qu'on appelle des forwards, c'est-à-dire qu'on va fixer aujourd'hui le taux de change pour une date, dans un an, dans 6 mois, voilà, une date ultérieure, et on se fixe le taux aujourd'hui. Donc ça, oui, bien sûr, on peut le faire. Alors, on ne va pas le faire pour n'importe quel montant, mais pour des montants élevés, disons à partir de 500 000 $, 1 million de dollars ou d'euros, peu importe, on va pouvoir mettre en place ce type de produit. Typiquement, pour entrer dans un cas très pratique, mais il y a une grosse alia qui se prépare, on le sait, en juillet 25. Moi, j'ai plein de consultations au cabinet pour aider les gens justement à préparer leur alia. Ces gens-là vont forcément vendre leur résidence principale qui est en France, par exemple, pour en acheter une autre en Israël. Donc, ils attendent une rentrée d'argent significative de la vente de leur résidence et ils devront acheter en shekel. Donc, ces gens-là, typiquement, ils sont ultra concernés par une position, par une couverture. Ouais, donc, ça, j'ai bien compris, j'imagine bien. Et alors, on arrive quasiment à la fin de cet épisode, mais est-ce que tu peux nous dire, toi, chez Sandor, comment est-ce que tu vas établir ce que j'appelle le profil d'investissement quand une personne, c'est toi qui lui imposes tes décisions ou non, au contraire, tu vas essayer de comprendre ce qui le motive, ce qui l'intéresse et tu vas adapter ta stratégie d'investissement avec lui. Comment ça se passe? Alors, chez Sandor, comme nous sommes une petite structure, donc en fait, on est vraiment une boutique. En fait, donc chaque client pour nous va avoir une autre stratégie d'investissement. Donc globalement, on va retrouver des stratégies qui sont par exemple 20% en actions, 30% en actions, le reste en obligations. Mais chaque client en fait est vraiment vraiment différent et géré différemment parce qu'il va avoir des besoins différents. Donc, quand on va se rencontrer, quand on va discuter, on va avant tout discuter des besoins du client, avant tout discuter de ce qu'il a en tête, quel est le temps des investissements, est-ce qu'il a besoin de son argent dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, est-ce que cet argent, l'objectif de cet argent, ça va être plutôt d'avoir des revenus courants ou pas, ou peut-être qu'il veut juste une performance, ou bien conserver la valeur de son argent. Donc vraiment, on va d'abord discuter avec le client, bien comprendre ses besoins, bien comprendre ce qu'il recherche, et en fonction, on va lui proposer une politique d'investissement qui lui correspond. Donc, c'est un peu un caméléon. Tu vas t'adapter à chaque fois avec chaque profil que tu as en face. Ok, c'est super intéressant. On termine avec peut-être des conseils. Qu'est-ce que tu pourrais… voilà, on est sur la fin 2024. Alors, évidemment, pas de conseils sur une valeur spécifique, mais dans le marché un peu plus général, est-ce que tu conseilles aux gens de rentrer sur le marché? Il y en a qui pensent qu'il est un peu haut. Au contraire, il vaut mieux attendre et attendre voilà. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Est-ce que au niveau du timing, ce serait quoi tes instructions? Alors moi, je suis très optimiste sur les marchés pour les années à venir, vraiment. Donc je pense que le marché israélien, il y a de réelles opportunités à saisir aujourd'hui, vraiment. Pareil sur le marché américain, marché européen, j'aime pas trop, je suis un petit peu pessimiste sur le marché européen. Ouais. Mais voilà. Mais par contre, ce sont 2 marchés américains et israéliens où ça vaut vraiment le coup de regarder. Alors, effectivement, le marché est en haut, principalement aux États-Unis. Les investisseurs ont vraiment, pour le coup, besoin d'un bureau de gestion comme le nôtre qui est sur les marchés toute la journée, qui fait que ça toute la journée être sur les écrans. Donc, on ne peut pas acheter n'importe quelle action et puis se dire je vais gagner beaucoup d'argent. Non.
Donc, être attentif, faire attention, mais il y a de réelles opportunités de marché aujourd'hui, c'est certain. Super. Bon, ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sandrine, merci pour tout. Merci beaucoup. C'était très clair. J'espère que les auditeurs ont pris autant de plaisir que moi à écouter et à profiter de ton expérience. Je me permettrai peut-être de te réinviter de manière un petit peu plus régulière, on va dire, dans notre podcast. Merci à tous. Voilà, si vous êtes encore là, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, de faire bénéficier à tous vos amis de cet épisode. Je vous dis à bientôt, Sandrine. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.